Depuis des siècles, Troie est au cœur d'une polémique. La cité qui a inspiré le récit d'Homère a-t-elle existé? Et si oui, où se trouve-t-elle? Je repense à l'obsession des premiers explorateurs qui ont traqué les moindres détails dispersés dans l'Iliade. Ils ont cherché une ville fortifiée et au bord de l'eau, une ville riche qui aurait résisté pendant 10 ans au siège des Grecs lors de la fameuse guerre de Troie vers 1300 avant notre ère. Des détails nombreux et pourtant si vagues. Au XXe siècle, des archéologues comme Rustem Aslan ont méthodiquement fouillé le site d'Isarlik. Ils ont ensuite comparé leurs résultats au récit d'Homère. Et ils en sont persuadés. Troie se trouve sur cette colline. Bienvenue dans la cité de Troie, l'une des villes les plus intéressantes, mais aussi les plus complexes de l'archéologie. Alors Rustem, Troie, c'est une longue histoire. Ça ressemble à une obsession, mais toi, en tant qu'archéologue, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Moi, cela fait maintenant presque 28 ans que je travaille ici. J'ai commencé en tant qu'étudiant et j'ai suivi toutes les polémiques sur Troie. Mais aujourd'hui, si tu regardes les résultats de toutes les fouilles, et même de celles menées ailleurs en Grèce ou dans les îles proches, il n'y a pas d'endroit alternatif. Il n'y a aucun site comparable à celui d'Isarlik. Et pourtant, malgré tous ces témoignages, certains chercheurs ont placé Troie en Angleterre, encore récemment dans le sud de la Turquie. Qu'est-ce que tu en penses? Il est vrai qu'entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, il y a eu différentes hypothèses. Mais au XXIe siècle, il n'y a aucun archéologue sérieux pour dire que Troie n'est autre qu'Isarlik. Évidemment, il y a toujours des discussions pour savoir quelle partie de l'Iliade correspond à la réalité historique et quelles informations ont été inventées par la suite. Mais ici, je pense que nous pouvons mettre en relation certains indices archéologiques avec des indices contenus dans l'Iliade. Pour comprendre comment l'Iliade a mené les archéologues jusqu'ici, à Isarlik, il faut revenir aux sources de l'enquête. En 1872, Heinrich Schliemann, obsédé par le récit d'Homère, se met en tête de retrouver la cité de Troie. Il n'est ni archéologue, ni historien. Il a fait fortune dans les affaires. Quand il découvre le site d'Isarlik, il est certain d'être au bon endroit, au confluent du Simoïs et du Scamandre, deux fleuves cités dans l'Iliade. Schliemann fait alors venir une centaine d'ouvriers qui creusent une énorme tranchée. Il met au jour des fortifications monumentales, ainsi qu'une rampe qui devait conduire à un palais. Schliemann affirme avoir retrouvé la cité de Troie et sa toute dernière découverte, encore plus spectaculaire, doit achever de convaincre les plus sceptiques. C'est ce fabuleux trésor, une importante collection d'objets et de bijoux en or, dont 2 superbes diadèmes. Schliemann en est convaincu. Ce sont les attributs du roi Priam, le roi mythique de Troie, le père d'Alexandre. Il pense sa démonstration imparable. Mais au XXe siècle, Rustem et d'autres archéologues fouillent à nouveau près de la rampe, là où le trésor aurait été découvert. Nous avons étudié le journal de bord de Schliemann, ses plans et ses photos, et nous sommes presque sûrs que l'endroit où il a retrouvé le trésor était ici. Moi-même, j'ai fouillé cette zone pour avoir un échantillon du sol et le dater au carbone 14. Et nous savons maintenant qu'il date d'environ 2500 avant notre ère. Donc tous les objets qu'il a rassemblés et dont il disait que c'était le trésor de Priam, que c'était la preuve de la Troie mythique d'Homère, tout ceci est trop vieux de 1200 ans. C'était une énorme erreur. La démonstration de Schliemann vacille. Isarlik est-elle vraiment le site de Troie? Les archéologues ont continué leurs investigations. Dans la célèbre tranchée de Schliemann, aidés par de nouvelles techniques de datation, ils ont découvert qu'il existe plusieurs phases d'occupation sur ce site.
Donc Schliemann pense avoir trouvé la Troie d'Homère, mais en réalité, il a trouvé beaucoup plus que ça. En fait, il pensait qu'il avait peut-être trouvé un ou deux niveaux d'occupation, mais il n'avait pas compris qu'il y en avait 9. C'est ce que l'on sait maintenant, après plus d'un siècle de fouilles ici. Et donc, ici, on a toute une série de niveaux superposés et donc de phases successives. Oui, nous sommes là au niveau de la Roche-Mère, qui correspond aux phases 1 et 2 de cette ville. Et si tu regardes de l'autre côté, tu vois la phase 3, puis 4. Regarde le sommet, il y a environ 80 mètres de strates. Après 2500 ans, une colline artificielle s'est formée par l'accumulation successive de vestiges. Les scientifiques ont pu reconstituer les 9 périodes d'occupation de ce site. 9 villes, empilées les unes sur les autres. Chaque ville a été construite sur les bases de la précédente, puis a été détruite par un incendie, un tremblement de terre ou une guerre. Schliemann a mis au jour les vestiges de la deuxième ville. Il a creusé trop profondément. Celle qui correspond à l'époque de la Troie d'Homère, environ 1300 ans avant notre ère, serait en fait la sixième ville. Là, nous sommes en train de grimper de la phase 2 à la phase 3. C'est littéralement un voyage dans le temps et dans l'espace. Hein. Oui, et on va aller encore plus haut. Tu verras la phase 6, celle qui correspond à l'époque d'Homère. Les scientifiques se sont donc concentrés sur cette sixième phase. Ils ont mis au jour des vestiges monumentaux, comme cette muraille grandiose, abritant une citadelle. Ceci pourrait correspondre à la ville fortifiée décrite par Homère. Ah ouais, très impressionnant, hein? C'est une muraille très impressionnante. Et si tu regardes les dégâts des murs, ici et là, ce sont des marques de tremblement de terre. En fait, la fortification descend jusqu'à 1,50 m. En dessous de nos pieds. Oui, on a calculé qu'elle faisait environ 600 mètres autour de la citadelle. De plus, elle a été construite en une seule fois, au même moment. Elle est tout à fait régulière à l'intérieur comme à l'extérieur. On sait que ce genre de mur pouvait résister aux tremblements de terre. Et en même temps, c'est une enceinte de sécurité très efficace. C'est à la fois antisismique et défensif. Tout à fait. Maintenant, nous marchons vers la porte est de la ville. Et les fouilles nous ont appris qu'aux alentours de 1300 avant notre ère, peu de temps avant la guerre de Troie, ils ont délibérément rétréci ce passage. Nous avons aussi découvert qu'il y avait ici une structure en bois. Donc on pense que dans cette partie de la muraille qui est plus étroite, il y avait une porte qui devait permettre de contrôler l'entrée de la ville. Et regarde, il faut que tu imagines ici que le mur montait jusqu'à 8 ou 10 mètres. Cela devait être très impressionnant. Grâce à ces découvertes, l'équipe a élaboré une proposition de restitution de la ville. Avec ses hauts remparts, elle a bien tous les atours d'une citadelle fortifiée et imprenable. Mais selon le récit d'Homère, Troie était peuplée de milliers d'habitants. Or, les archéologues estiment que quelques centaines d'habitants, tout au plus, pouvaient séjourner dans la citadelle qu'ils ont mise au jour. C'est en élargissant leur zone de recherche, en contrebas de la colline, qu'ils ont pu résoudre cette énigme. Grâce à un système de prospection géomagnétique, ils ont sondé un vaste périmètre. Ce radar permet de visualiser les anomalies du sous-sol sans avoir à fouiller. Sous les champs qui entourent la citadelle, c'est une ville basse de plus de 30 hectares qui s'est révélée. Une ville immense, pouvant, comme le décrit Homère, accueillir des milliers d'individus. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'habitants qui pouvaient vivre ici à cette époque?
Nous avons fait nos calculs à partir des surfaces occupées. Et nos estimations se portent à environ 4000 ou 5000 habitants à la fin de l'âge du bronze. Citadelle et ville basse réunies. Bien sûr, pour cette époque, 5000 habitants, c'est une population très importante. Et si on estime la main-d'œuvre correspondante, il y a là assez d'hommes pour construire la citadelle et la ville basse. Reste que si l'on en croit Homère, Troie a résisté pendant plus de 10 ans aux assauts répétés des Grecs. Or ici, aucune trace de fortification. Une anomalie est apparue sur la résonance magnétique. Elle va permettre aux fouilleurs de faire une étonnante découverte. Sur le plan tiré des prospections géomagnétiques, les limites de la ville apparaissent comme un grand mur. Qu'est-ce que les fouilles ont révélé? Eh bien, les fouilles ont révélé que cette anomalie n'était pas une muraille, mais un fossé. Celui-là. Ah bah, allons voir ça de plus près. Voilà le fossé, tu vois. Il est taillé jusque dans la roche-mère. Je dois dire que c'est un système de fortification très efficace contre les chariots qui veulent pénétrer dans la ville basse. Donc, ils s'attendaient à une attaque, c'était une période de conflit. Oui, ces fossés ont été creusés autour de 1300 avant notre ère. Et à la même époque, ils sécurisent la citadelle contre une attaque extérieure. Ils ferment les portes de la ville, comme on l'a vu. Et ils construisent une autre tour. Ils s'attendaient donc vraiment à une attaque et protègent la ville au même moment à deux endroits différents, au niveau de la ville basse et au niveau de la citadelle. La guerre de Troie se prépare. Le système défensif que cherchaient les archéologues était donc là, sur plus de 2 km, encerclant la ville basse. Un système assez efficace pour faire reculer des assaillants et protéger la citadelle pendant de longues années de guerre. Homère dit que les Troyens ont résisté au siège des Grecs pendant 10 ans. L'hypothèse selon laquelle Troie et Isarlik ne feraient plus qu'une semble se préciser. Mais l'enquête archéologique est loin d'être terminée. Reprenons la description de l'Iliade. Troie, la ville au fort rempart. Troie, la ville bien peuplée, jusque-là tout correspond. Mais il y a une description supplémentaire. Troie, la ville au bord de l'eau. Ménélas y aurait débarqué avec ses 1000 vaisseaux. Le problème, c'est que la côte se trouve à plusieurs kilomètres. Rustem et son équipe ont trouvé l'explication. En poursuivant leurs investigations dans la plaine d'Isarlik, un croissant fertile qui s'étend jusqu'à la mer. Dans cette direction, il y a la ville basse de Troie. Mais à l'époque de l'âge du bronze, la topographie était très différente. Des géomorphologues ont procédé à des dizaines de carottages. En analysant le sol, ils ont découvert que la plaine était en fait composée d'alluvions. Ils ont pu établir une topographie de la région vers 1300 avant notre ère. La mer arrivait beaucoup plus près de la cité. Les archéologues pensent que les vaisseaux s'arrêtaient dans la baie, puis rejoignaient la ville grâce à de plus petites embarcations en empruntant le fleuve Scamandre. Une ville au bord de l'eau, ceci correspondrait à la description d'Homère. Le poète dit aussi que c'est une ville opulente. Rustem pense que la cité aurait tiré sa richesse de sa position stratégique, à l'entrée du détroit des Dardanelles.
Vers 1300 avant notre ère, la mer était à peu près par là, ce qui place Troie dans une position très intéressante, pas très loin de la baie de Béchik. Et de là, elle peut contrôler l'entrée des Dardanelles, aussi bien du côté de la mer Égée, à l'ouest, qu'au nord, du côté du détroit. Donc d'après les résultats de la géomorphologie, on comprend que la localisation de Troie était stratégique. Je suis sûr qu'elle a dû profiter économiquement de cet avantage géopolitique. Rustem n'a pas encore de preuves archéologiques pour confirmer son hypothèse. Mais d'aussi loin qu'on s'en souvienne, et encore aujourd'hui, les voiliers sont souvent contraints de faire étape dans la baie de Béchik avant de passer dans le détroit, ce qui pourrait étayer sa thèse. Comme tu le vois, nous sommes dans une région très venteuse. Le vent du nord est très fort. Les navires sont donc obligés d'attendre qu'il se calme dans la baie de Béchik. Troie a donc utilisé l'importance de cette baie pour devenir une cité riche et puissante. C'est un lieu de passage très important pour tous les navires qui commerçaient du temps de l'âge du bronze et qui empruntaient le détroit des Dardanelles pour rejoindre la mer Noire. On sait qu'ils transportaient de nombreux métaux précieux, du cuivre, de l'argent, de l'or. Troie était donc au cœur de l'une des routes commerciales les plus importantes de l'âge du bronze. Une position géostratégique qui devait certainement attiser toutes les convoitises. Et qui justifie peut-être les systèmes de défense retrouvés par les fouilleurs. À ce stade de l'enquête, Rustem et son équipe pensent qu'ils ont bel et bien retrouvé la ville de Troie qui a inspiré Homère. Mais ils se posent une question. Un conflit a-t-il eu lieu? Et si oui, s'agit-il de la fameuse guerre entre Grecs et Troyens, décrite par le poète? Au pied des murailles, ils ont retrouvé quelques objets de l'âge du bronze qui auraient pu servir d'armes, comme ces pointes de flèches ou encore ces pierres de fronde. Mais aucun squelette, aucun cimetière. C'est une autre découverte, totalement inattendue, qui leur a ouvert une nouvelle piste de recherche. Ils ont tout d'abord mis au jour cette statuette, puis ce sceau d'à peine quelques centimètres. Tous deux proviennent de l'Empire hittite, l'un des plus puissants royaumes du Moyen-Orient, au 2e millénaire avant notre ère, une civilisation capable de rivaliser avec Babylone ou l'Égypte des pharaons. Les scientifiques se sont donc plongés dans les vestiges hittites et y ont trouvé un indice clé. Pour le découvrir, je me rends à Istanbul. J'ai rendez-vous au musée archéologique. Joachim Latache est un philologue qui a étudié les vestiges hittites, notamment ces tablettes. Ce sont des traités diplomatiques. Il y a une tablette qui a particulièrement attiré notre attention. C'est la tablette qui montre de manière claire et sans conteste que les Hittites avaient des liens étroits avec une ville que l'on appelle Vilouza en langue hittite et que l'on traduit par Troie aujourd'hui. Ce traité est signé par Alexandou, prince de Vilouza, qui serait devenu Alexandre, prince de Troie dans le récit d'Homère. Dans ce texte, d'environ 1300 avant notre ère, c'est-à-dire peu ou prou au moment de la supposée guerre de Troie, Alexandre demande la protection des Hittites en cas d'une attaque venue de la mer. Les philologues en concluent qu'un conflit était imminent. C'est un tout petit indice qui s'ajoute à une mosaïque d'indices. Et grâce à cette mosaïque, on peut déduire avec une grande probabilité, c'est d'ailleurs ma conviction, mais je dois la formuler avec précaution, que la guerre de Troie, qu'elle ait été grande ou plus petite, a dû avoir lieu. Et dans tous les cas, elle a dû prendre les formes d'un conflit armé.
Mais est-ce que Homère connaissait le traité d'Alexandre? Bien sûr, Homère ne connaissait pas l'existence de ces tablettes, mais en tant que poète, il perpétue la tradition du chant épique, qui date d'environ 1600 avant notre ère et qui arrive jusqu'à lui 700 ans avant notre ère. Cela veut dire que dans la restitution orale des événements, hérités de cette tradition, il y a dû avoir des éléments restés dans la mémoire collective d'une grande guerre du passé et d'une guerre où vraisemblablement, du point de vue des Grecs, Troie était un ennemi qu'il fallait détruire. Als einen Feind auszuschalten. Désormais, les témoignages des textes et des pierres concordent. Les archéologues ont retrouvé tout le décor d'Homère, ou presque. L'imagination du poète a fait le reste. Faut-il alors aller encore plus loin ? Chercher à toute force dans le sol de nouveaux détails de l'Iliade? Je ne le crois pas. Mais les archéologues n'en ont pas tout à fait fini avec la cité de Troie. Ils cherchent désormais à faire la part des choses entre la réalité historique et les monuments édifiés plus tard par les Romains, 800 ans après Homère, en l'honneur de ces héros. Ce temple dédié à Athéna, une tombe d'Achille, ou encore cet amphithéâtre où l'on rejouait la guerre de Troie. À cette époque, Troie était déjà légendaire quelque part. Oui, c'était une légende très importante à leurs yeux. Troie était la destination préférée des touristes romains. Toutes les fouilles depuis Schliemann nous ont montré que les gens du temps des Grecs ou des Romains croyaient vraiment dans le récit d'Homère. Ils croyaient vraiment que les héros de Troie avaient existé et que la guerre de Troie avait eu lieu. Ils sont allés jusqu'à reconstituer des tombeaux symboliques, comme le tombeau d'Achille ou de Patrocle. Et ils rendaient visite à ces tombeaux en pensant qu'ils étaient véridiques. Bien sûr, nous savons que ces tombeaux n'ont rien de vrai, puisqu'ils sont un assemblage de tombes du 5e siècle avant notre ère. C'est amusant parce que finalement, l'archéologie montre plutôt la croyance dans ce mythe et l'importance qu'avait déjà l'Iliade que la réalité historique de l'Iliade elle-même. Bien sûr, l'archéologie ne peut pas prouver à elle seule la véracité du récit d'Homère. En revanche, il y a plusieurs témoignages archéologiques qui nous montrent que de nombreux peuples ont pris le texte d'Homère au pied de la lettre et ont cru à l'existence des héros de la guerre de Troie. C'est une tradition qui a perduré de la fin de l'âge de bronze jusqu'aux Romains, et plus tard encore. La fascination pour l'Iliade et pour Troie a une longue histoire. La polémique semble désormais close. L'archéologie s'est approchée au plus près de l'un des plus grands mythes de notre histoire.